saut technologique parce qu'il va y avoir, alors je sais pas comment il faut le dire, une espèce de convergence des évolutions qui va nous permettre véritablement, notamment grâce à l'intelligence artificielle, de faire un bond qui va résoudre quand même beaucoup de problèmes. Et ça, c'est une thèse que vous défendez tous les deux. Bien sûr, parce que quand on dit que la science est au cœur du changement, on peut dresser des catégories en fait de ce changement, essayer de le comprendre en le décrivant et même à travers nos propres sensations, notre propre vécu, nos expériences. Il y a 4 grands domaines qui aujourd'hui changent et changent vite autour de nous, qui font en quelque sorte exister 4 révolutions. La première, c'est la révolution biologique. On la sent, elle est en nous. La biologie nous apporte aujourd'hui des facteurs de changement qu'elle met à notre disposition et donc des chances d'évolution qui sont sans précédent. La deuxième révolution, c'est celle qui change évidemment et à chaque journée qui passe le monde dans lequel nous vivons, c'est la révolution numérique. Quand je pense que dans la poche, vous avez tous un téléphone portable, ce téléphone portable, admettons qu'il est, disons, entre 50 et 60 gigas de mémoire. Si on réfléchit deux instants à ce que représente en quantité d'informations ces gigantesques accumulations de mémoire, eh bien, on est saisi d'un vertige. Par exemple, 64 gigas pour un iPhone, ça signifie 64 000 livres de 1000 pages chacun. Chacune de ces pages étant constellée de 1000 caractères. Et donc, si on mettait par exemple le contenu de chacun de ces iPhones en pile, simplement dans une bibliothèque, cette bibliothèque, donc les livres en question, s'étalerait sur une distance qui serait pratiquement égale à Marseille, de Marseille à Paris. Il faut réfléchir à ça. Si nous sommes par exemple aujourd'hui à peu près ici 2000, donc il faut multiplier par 2000 cette incroyable accumulation de livres, ça fait des millions, enfin des centaines de millions de livres. Donc du coup, il y aurait au moins 2 livres par habitant en France, si on les distribuait sur toute la population. Ça, c'est la révolution de l'information, la révolution numérique. Et puis, il y a 2 autres révolutions qui sont tout aussi saisissables parce qu'on les perçoit dans nos vies et puis on les quantifie. Je vais laisser Igor les décrire parce que sinon, on a l'impression que je fais moi-même tout le paysage. Et ils se partagent bien les rôles. C'est très gentil de Grishka de me laisser la parole, en tout cas. Non, pour compléter le paysage que Grishka est en train de brosser comme ça rapidement, de manière un petit peu impressionniste. Impressionniste et impressionnante quand même, parce que c'est vrai que lorsqu'on réfléchit à la quantité d'informations que nous traitons tous les jours grâce à des machines qui sont spécialisées dans le traitement de l'information et dans son stockage, c'est quand même tout à fait vertigineux. Moi, j'étais, avant-hier, j'ai changé d'ordinateur. Et j'ai acheté, je poursuis, mais 2 secondes, hein, pas très longtemps. J'ai acheté donc un nouveau disque dur puisque le précédent que j'avais acheté il y a 2 ans, qui est donc doté de 512 gigaoctets de mémoire, n'était plus assez puissant et assez tout simplement ne contenait pas suffisamment de place entre guillemets pour stocker les données de mon ordinateur. Donc du coup, j'achète un nouveau disque dur et pour à peu près donc la moitié du prix que j'avais payé il y a 2 ans, parce que j'avais payé 400 € pour 512 gigas, aujourd'hui j'ai accès pour 150 € à 2 téraoctets de mémoire. Bon, 2 téraoctets de mémoire, c'est fabuleux. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans 2 téraoctets de mémoire, ben, Grishka a parlé de centaines de milliers de livres, mais bon, on peut stocker 2 millions de livres de 1000 pages chacun, dans un disque qui a la taille à peu près d'un iPhone. Bon, alors ça, c'est quand même fantastique. Et n'oublions pas que dans les 10 ans qui viennent, cette capacité de stockage sera encore multipliée par un chiffre vertigineux. Donc on aura des centaines de millions de livres dans un tout petit volume. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. À côté de ça, les 2 autres révolutions, la révolution de l'énergie. Nous traversons en ce moment donc une transition, une période de transition, puisque les énergies fossiles semblent
bien qu'on fasse reculer cet horizon aujourd'hui promise à un épuisement. Donc on va dire, on va les remplacer par autre chose. Alors on les remplace par quoi? On va chercher du côté des énergies dites éoliennes, ou bien de l'énergie solaire, ou bien encore d'autres énergies qui font appel à notre invention, à notre créativité. Mais n'oublions pas aussi que l'atome qui fait tellement peur, on dit, ben oui, il y a Fukushima, dont on a parlé tout à l'heure, c'est une catastrophe naturelle, c'est aussi une catastrophe industrielle. Mais à côté de ça, il existe aussi aujourd'hui dans les laboratoires des penseurs, des chercheurs qui réfléchissent. Et qui réfléchissent à quoi? À la maîtrise d'une énergie inépuisable, ou quasiment inépuisable, qui est celle de la fusion thermonucléaire. Et on sait que lorsqu'on aura réussi Et on travaille sur ce sujet pas très loin d'ici. Hein, pas très loin d'ici. Et quand on aura réussi, exactement, à maîtriser le problème du confinement, les problèmes des très hautes températures, des très hautes énergies, etc., eh bien, quand on aura réussi à maîtriser tout ça, eh bien, dans une bouteille d'eau comme celle-ci, eh bien, on pourra alimenter Marseille pendant plusieurs années en énergie. Ce sont vraiment ces chiffres-là qu'il faut avoir en tête. Donc, révolution énergétique, et puis enfin la dernière révolution qui est celle de l'espace, qui n'est pas seulement liée à l'exploitation des richesses qui sont inépuisables dans l'espace. La richesse de l'énergie solaire, par exemple. Il existe des projets dont on a parlé assez récemment, Grishka et moi, avec des ingénieurs à la NASA, qui consistent à installer des très, très grandes stations qui récupèrent donc l'énergie solaire qui là-haut donc brille 24 heures sur 24 et l'envoie sur la Terre sous forme de micro-ondes et on la redresse ensuite et on l'utilise sous la forme d'électricité. Ça, c'est donc l'énergie inépuisable de l'espace, l'exploitation de cette révolution spatiale, mais il y a aussi l'exploration, il y a le savoir qui nous attend là-haut. On voit ce qui se passe déjà aujourd'hui avec Curiosity, la sonde qui est installée depuis quelques jours à la surface de Mars, qui va peut-être répondre à cette question qui obsède l'humanité depuis très très longtemps. Sommes-nous seuls à la surface d'une planète qui occupe une place, semble-t-il, acceptable par rapport à son Soleil? Est-ce qu'il y a eu d'autres formes de vie que la nôtre, qui ont démarré peut-être en même temps que nous dans notre système solaire? Si on répond à cette question à travers ce qui s'est passé sur Mars il y a très très longtemps, 3 milliards et 500 millions d'années, on répondra aussi à la question fondamentale, sommes-nous seuls dans l'univers? On découvre tous les jours de nouvelles planètes. Ce sont ces fameuses exoplanètes qu'on découvre à des distances considérables. On ne pourra pas y aller. Mais enfin, en tout cas, on peut recueillir des informations sur ces mondes étrangers. Et ces informations-là changent à tout jamais notre ciel philosophique. C'est ça qui est important. Donc ces 4 révolutions, prises en charge par la révolution numérique, qui à mon avis les couronne toutes, feront en sorte que nous allons entrer dans l'avenir. Cette fameuse singularité dont tu parles, qui est donc la rencontre de ces 4 courbes, la révolution numérique, spatiale, énergétique et biologique, vont se rencontrer. Et il va y avoir, selon donc ceux qui s'intéressent particulièrement à cette question, il va y avoir donc ce qu'on appelle une singularité technologique qui va se produire et qui va donc créer une espèce comme ça de projection absolument vertigineuse des civilisations concernées par cette convergence, projection vers l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer dans l'avenir, mais on ne sait pas quel avenir va se dessiner à travers cette singularité technologique. On ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un mur opaque, on ne voit pas à travers. Tout ce que l'on sait, Grishka et moi, nous sommes optimistes. Tout ce que l'on sait, c'est que cet avenir-là ne peut pas être autre chose qu'un avenir à visage humain, malgré tout. Même si on a peur de ces intelligences artificielles qui émergent et qui vont se transformer peu à peu en conscience artificielle, parce que ça, il faut le savoir, c'est inévitable. C'est comme ça que ça va... Différence entre l'intelligence et la conscience artificielle? Bien sûr, différence, c'est que l'intelligence artificielle, nous y sommes, elle traite de l'information, des milliards d'informations à la seconde, ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Demain, ces informations seront stockées non plus sur des puces de silicium, mais sur les états quantiques de la matière. C'est-à-dire, en fait, on aura en face de nous un système de traitement de l'information dont le stockage et la mémoire sera associé à des états quantiques. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra stocker là-dedans des milliards et des milliards et des milliards de bits d'informations. Ça veut dire que, à partir du moment, et là on rentre un petit peu dans le détail de ce que représente la théorie quantique. On sait que la théorie quantique est une théorie qui repose sur le principe de l'incertitude. Et nous,
êtres humains, nous reposons aussi dans notre fonctionnement sur le principe de l'incertitude. C'est ce qui fait toute la différence entre l'intelligence artificielle et nous. C'est-à-dire que nous pensons dans le flou, alors qu'une intelligence artificielle pense oui, non, elle est dans le binaire. Eh bien, demain, les machines qui vont prendre la place de celles qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire en fait ces fameux ordinateurs quantiques, auront accès à quelque chose d'extraordinaire qui est le peut-être, c'est-à-dire en fait un état intermédiaire entre le oui et le non. Ils auront donc accès à la pensée floue. Ça veut dire qu'ils auront accès à la conscience. Et ça, c'est quand même vertigineux parce que ça veut dire que nous aurons, et ça, c'est pas très loin, hein, on est dans les années 2025, nous aurons en face de nous une intelligence totalement étrangère à l'homme, née de l'homme, mais étrangère à lui, parce que elle n'aura pas été le produit d'une évolution biologique comme nous, elle aura été le produit d'une création, on aura créé cette intelligence, mais elle prendra en charge, parce qu'elle sera infiniment plus performante que nous, son propre développement. C'est-à-dire qu'en fait, elle va elle-même contrôler sa propre évolution. À partir de là, évidemment, toutes les questions se posent de savoir ce qu'elle va faire de nous. C'est ça. Donc, Igor, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, d'une manière générale, le futur et l'avenir ne se prévoient pas. Vous êtes d'accord avec Anne Slama? On ne sait rien, en fait, parce que ces intelligences-là, elles travailleront aussi, finalement, sur complètement de l'incertitude, Grishka, je suppose. Bien sûr, mais en réalité, le futur, il a été très très bien décrit par un certain nombre de prospectivistes. C'est tout ce que nous pouvons changer. En fait, nous sommes tous responsables à chaque échelle individuelle et collective, on est tous responsables de cette désignation du futur, d'abord essayer de le dévisager, et ensuite de le construire. Nous sommes responsables de cette construction. C'est pour ça que vous tous, qui êtes, à titre divers, à la tête d'entreprises, qui êtes des fabricants, finalement, d'outils qui sont eux-mêmes appliqués à ce qu'on appelle la création de valeur, en fait, vous créez aussi l'avenir. C'est-à-dire que vous transformez le monde en incorporant des valeurs qui sont issues, justement, on l'a dit tout à l'heure, d'un certain type de progrès. Vous avez fait un saut, et ce saut incorpore, comme on l'a dit tout à l'heure, des valeurs notamment qui viennent de la science. C'est pour ça que aujourd'hui, même si le futur est imprévisible, les solutions, elles, sans être visibles, sont malgré tout appréhendables. Et c'est ce que nous devons absolument retenir peut-être de notre rencontre d'aujourd'hui. Il existe des réponses de civilisation à tout défi de civilisation. Une réponse de civilisation, c'est une réponse qui a incorporé une certaine forme de complexité pour la simplifier et la transformer en un outil qui permet ensuite d'assagir, si on peut dire, les menaces ou d'apaiser les différentes formes chaotiques de mouvements que nous traversons. Donc, nous sommes tous susceptibles, lorsque nous nous interrogeons, lorsque nous nous posons des questions, déjà d'avoir une vision de notre propre avenir, de savoir où nous voulons aller. Vous devez savoir où vous, individuellement, vous voulez aller. Et ensuite, le type de monde que nous voulons construire. Alors ça paraît être impensif, et pourtant, ce n'est pas si simple. Parce que réfléchir à l'avenir est une chose qui est difficile et qui n'est pas tout à fait naturelle. On ne se projette que rarement dans l'avenir. On ne se projette que rarement. Et peut-être que l'un des mérites de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut saluer évidemment l'initiative de tous ceux qui nous ont réunis aujourd'hui et qui ont fait cet effort de nous rassembler autour des valeurs qui sont issues non pas simplement de l'action présente, mais de l'avenir. Je parlais de cette révolution, il faut quand même, ces 4 révolutions qui introduisent évidemment une magnifique courbe qui va évidemment en croissant et de plus en plus vite, il faut quand même que vous sachiez que tout cela peut se quantifier. On a fait des simulations numériques très simples qui montrent que si vous prenez une distance kilométrique entre l'an 1900 et l'an 2000, vous avez par exemple 100 km. C'est une échelle arbitraire, mais elle donne une idée. Nous avons donc parcouru 100 km, l'humanité a parcouru 100 km en termes de progrès, de civilisation, de changement, entre 1900 et 2000. Et savez-vous combien de kilomètres, à cette échelle et en incorporant les progrès accomplis, combien de kilomètres ont été parcourus entre l'an 2000 et 2012, c'est-à-dire aujourd'hui? Eh bien, à cette échelle, je vous donne la réponse. Elle est facile à vérifier quand on fait des calculs simples, tout simples, de la petite arithmétique. Eh bien, on constate que 1000 kilomètres ont été franchis. C'est-à-dire que le monde a 100 fois plus changé entre 2000 et 2012 qu'entre 1900 et 2000.
Et ceci ne fait que commencer. Donc, on incorpore l'avenir et on incorpore avec lui 1000 solutions qui ne sont pas encore visibles, même si 100 problèmes sont devant nous. Mais les solutions sont plus nombreuses que les problèmes. Et ceci doit nous rendre optimistes. C'est pour ça qu'Igor et moi, nous avons toujours dit, d'ailleurs un peu à l'image de Nietzsche, mémoire, savoir, espoir, celui qui doit accéder à l'avenir, dit Nietzsche, doit avoir la mémoire longue. Il faut intégrer évidemment tous les messages qui sont inscrits dans le passé, dans les mythologies, dans l'histoire, mais en même temps les projeter dans quelque chose qui va nous entraîner irrésistiblement vers ces solutions dont je parlais tout à l'heure, et qui va nous donner des réponses à des questions que même nous ne sommes pas capables de comprendre aujourd'hui et de poser, mais qui se poseront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Pour terminer sur cette notion de singularité technologique, c'est la première fois, nous avons la chance de vivre une époque absolument inédite et extraordinaire. Nous avons tous cette chance. C'est une chance inouïe de dire que nous sommes en face du mur de l'avenir et que ce mur, concrètement, va nous entraîner vers un monde absolument différent de celui que nous avons connu jusqu'ici. C'est une chance parce que jusqu'à présent, les générations se succédaient dans un monde où ça changeait relativement peu. Nous avons déjà connu, nous, beaucoup plus de changements que nos parents qui en ont connu beaucoup plus que leurs propres parents. Et ainsi de suite. Le savoir scientifique aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, il y a 5 ans, doublait tous les 2 ans, il y a 3 ans, doublait tous les ans, aujourd'hui, il double tous les 6 mois, et dans pas très longtemps, c'est-à-dire dans 1 an, il doublera toutes les 4 semaines, c'est-à-dire tous les mois. Et ainsi de suite, ça ira de plus en plus vite. Donc, nous sommes aujourd'hui avec un archipel de solutions absolument magnifiques qui nous donnent des réponses et qui nous permettent, en tout cas Igor et moi, dans l'observation modeste que nous faisons des grandes courbes de l'histoire, d'être très optimistes. Pas simplement d'être optimistes, d'être très optimistes. Parce que nous pensons que l'avenir, justement au-delà de cette singularité, va donner des chances à l'humanité comme elle n'en a jamais connu jusqu'ici. Merci. Alors, exercice de style compliqué par la rapidité et par l'esprit de synthèse. Je vais vous demander à chacun de nous dire un peu votre principal espoir, votre principale crainte dans le futur. Et on va commencer par Alain Gérard Slama. Et puis vous pouvez réagir, bien évidemment, aux propos de Igor et Grishka. Monsieur Slama. Ma principale crainte serait que nous progressions dans le sens du relativisme et du scepticisme. Et ce qui me fait plaisir en entendant nos 2 orateurs, oui, je ne suis pas du tout enclin à partager votre enthousiasme, une nouvelle gnose, c'est pas vraiment mon truc. Mais il y a peut-être une chose que je retiendrai de ce que vous avez dit. À la fin du XVIIe siècle se produit cette grande découverte de la planète, et notamment de la Chine, à travers en particulier les pères jésuites, qui ont joué un très grand rôle dans cette affaire. Et il y a un livre qui est classique, qui s'appelle « La crise de la conscience européenne » de Paul Hazard, sur cette période-là. Et Paul Hazard disait, ça a été vraiment un choc pour l'Europe, et les voyages, et cette transformation d'échelle de la perception de la planète et du monde, et de la découverte aussi d'autres traditions, d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres religions, eh bien, ça a été un des éléments déclencheurs des Lumières, chez nous. Autrement dit, ça a fait découvrir quand même, par une partie de l'humanité, son humanité. Alors, une des questions que je me pose, c'est si, effectivement, à terme, je ne serai plus là, donc je ne vous demande même pas la réponse, je m'en fous, puisque je serai mort. Mais est-ce qu'il y aura pas les progrès de la quand même, médecine vont vite, apparemment. Hein. Au-delà, à travers votre propos, une perception de l'humanité, cette fois tout entière, par elle-même. Ce vieux rêve de l'universalisme qu'on me reproche de partager si souvent. Est-ce qu'après tout, à partir du moment où il y aurait une conscience, si vous voulez, planétaire, d'une certaine obligation, d'une certaine, finalement, unicité peut-être de notre présence dans l'univers, ça ne nous amènera pas à nous dire « faisons pas de bêtises » et essayons peut-être de nous percevoir en tant qu'êtres humains. Voilà, bon, c'est une des choses, en tout cas, que j'aime bien chaque fois que je vous écoute, et vous êtes toujours aussi éloquent, et l'applaudissement arrive spontanément, et je trouve ça très bien. Mais c'est une des choses que je ressens chaque fois que j'entends votre juvénile enthousiasme.